Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fascine autant qu'il interroge. Le croisement entre l'intelligence artificielle et les neurosciences. Un domaine en pleine ébullition. Absolument. Oui, et pour nous guider, on s'appuie sur un ouvrage très récent, Artificial Intelligence for Neural Health, qui date de 2026. L'idée, c'est vraiment de comprendre ensemble comment l'IA est en train de tout changer pour le diagnostic, le traitement des troubles neurologiques. C'est un sujet passionnant. En fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ça va dans les deux sens. C'est une boucle. Une boucle, c'est-à-dire. D'un côté, les neurosciences nous donnent le plan, le modèle de complexité ultime, c'est notre cerveau. Et de l'autre, l'IA nous fournit des outils incroyablement puissants pour analyser ce même cerveau. La biologie inspire l'algorithme, qui à son tour nous aide à comprendre la biologie. D'accord. C'est cette idée que pour construire l'IA, les développeurs se sont littéralement inspirés de notre cerveau. Déballons un peu ça, ça paraît un peu abstrait. On ne copie pas juste des neurones dans un ordinateur, j'imagine. Non, non, bien sûr. C'est une inspiration fonctionnelle. Prenez l'idée de base, les réseaux de neurones artificiels. Les fameuses ANN. Exactement. L'unité de base, ça s'appelle un perceptron. C'est un peu comme un neurone. Il reçoit des signaux, il leur donne plus ou moins d'importance, un poids, et si le total dépasse un certain seuil, hop, il s'active et envoie un signal. D'accord, un neurone simple. C'est ça. Et en empilant des couches de ces perceptrons, on crée des modèles qui traitent l'information par étapes. Un peu comme notre cortex qui traite une image de la rétine jusqu'à la reconnaissance d'un visage. On construit la complexité couche par couche. Voilà. Et ça va plus loin. Notre cerveau a, par exemple, une mémoire de travail. Il se souvient de ce qui vient de se passer. Mhm. C'est ce qui a inspiré les réseaux de neurones récurrents, les RNN. Contrairement à un modèle simple, un RNN a une sorte de mémoire à court terme. Une boucle de rétroaction, c'est ça, hein? C'est l'idée, oui. Il peut se souvenir des mots précédents dans une phrase pour prédire le suivant. C'est pour ça qu'il est si bon pour analyser des séquences, Du texte, de la parole. ou même un électroencéphalogramme qui évolue dans le temps. D'accord, donc les RNN, c'est pour les séquences. Mais la neurologie, c'est un domaine tellement visuel avec toutes ces IRM, ces scanners. Est-ce qu'on utilise les mêmes technologies pour analyser ces images? Excellente question. Et non, ce n'est pas la même chose. Pour l'image, le roi, ce sont les réseaux de neurones convolutifs, les CNN. Ah oui, Et là, l'analogie avec notre cerveau est encore plus directe. C'est inspiré de notre cortex visuel. Quand on regarde, je sais pas, un chat, notre cerveau ne voit pas chat d'un coup. d'accord. Les premières couches de neurones détectent des choses simples. Des lignes, des bords, des couleurs. Des contours. C'est ça. Ensuite, d'autres couches assemblent ça en forme plus complexe. Une oreille, une moustache. Et enfin, on reconnaît le chat. Un CNN fait exactement la même chose avec une image médicale. Il décompose l'image pour la comprendre. Voilà. Les premières couches cherchent des contours dans l'image. Les suivantes assemblent ces contours, et ainsi de suite jusqu'à pouvoir dire « Attention, cette forme complexe ressemble à une tumeur Et il y a ce dernier concept qui m'intrigue, qui vient presque de la psychologie, l'apprentissage par renforcement. ». C'est exactement ça. Ça imite notre façon d'apprendre, par essai-erreur. L'algorithme, qu'on appelle l'agent, teste des actions. S'il fait une bonne action, il reçoit une récompense virtuelle. Sinon, une punition. Et il apprend de ses erreurs en quelque sorte. C'est une imitation directe du circuit de la dopamine dans notre cerveau. La petite décharge de plaisir quand on réussit, qui nous incite à recommencer. C'est comme ça qu'une IA apprend à jouer au Go ou à piloter un drone. Ok, la théorie est claire. C'est fascinant de voir à quel point on imite notre propre biologie. Mais passons à la pratique. Concrètement, dans un hôpital, ça se traduit comment? Commençons par la neuroimagerie qui doit générer des montagnes de données. L'impact est déjà énorme. D'abord, tout simplement sur la qualité des images. Comment ça? Une IA peut prendre une IRM un peu bruitée, avec des imperfections, et la nettoyer numériquement. La rendre beaucoup plus lisible pour le radiologue. D'accord, elle m'améliore la netteté. Elle peut même faire de la super résolution. Prendre une image de moins bonne qualité, acquise plus vite, et la transformer en une image haute définition. Ce qui veut dire moins de temps passé dans la machine pour le patient. Exactement. Un autre point, c'est l'optimisation des doses. Mhm. Obtenir des scanners de même qualité, mais avec moins de radiation, ou des IRM avec moins de produits de contraste. C'est une excellente nouvelle pour les patients. Et il y a même des choses qui semblent relever de la science-fiction. Oui, la génération d'images synthétiques. Des CNN peuvent analyser une IRM et en déduire à quoi ressemblerait un CT scan du même patient, sans jamais lui faire passer de scanner. C'est incroyable. Et ça sert à quoi concrètement?
C'est très utile pour planifier une radiothérapie, par exemple, où on a besoin des deux types d'images. Est-ce que le livre donne des exemples d'outils qui sont déjà utilisés? Oui, un très bon exemple, c'est FastSurfer. C'est un logiciel qui prend une IRM du cerveau et en moins de 40 secondes, 40 secondes! la segmente en 132 régions anatomiques distinctes, avec une précision millimétrique. Alors qu'un neurologue, ça lui prendrait combien de temps? Des heures. Des heures de travail fastidieux. Pour un médecin, un outil comme ça, ce n'est pas juste un gain de temps, c'est une libération. Ça lui permet de se concentrer sur l'analyse, sur les cas complexes. Ce n'est pas l'IA qui remplace le médecin, mais qui le débarrasse des tâches ingrates. C'est tout à fait l'idée. Cette notion de segmentation, de délimitation précise, ça doit être absolument crucial pour les tumeurs cérébrales. C'est le nerf de la guerre. Pour une tumeur, l'IA aide à 3 niveaux. D'abord, la détection. Y a-t-il quelque chose d'anormal? Ensuite, La segmentation, justement. Dessiner les contours exacts de la tumeur. C'est vital pour le chirurgien, pour le radiothérapeute. et le troisième niveau? La classification. En analysant la texture, la forme, des détails invisibles à l'œil nu, l'IA peut aider à prédire le grade de la tumeur, son agressivité. Cette capacité à repérer des signaux très faibles, ça me fait penser à un autre grand défi, l'épilepsie. Le livre parle de 20 à 40% d'erreurs de diagnostic. C'est énorme. C'est un chiffre qui montre la complexité du problème. Et là, l'IA est une aide précieuse, surtout pour analyser les électroencéphalogrammes, les EEG. Parce qu'un humain ne peut pas tout regarder. Exactement. Un médecin ne peut pas visionner 24 heures d'enregistrement en continu. Un algorithme? Si. Il va détecter automatiquement la moindre activité anormale. Mais surtout, il peut aider à localiser la source des crises dans le cerveau. Pour un patient qui pourrait être opéré, trouver cette zone épileptogène change absolument tout. Et ça aide aussi à éviter les erreurs de diagnostic dont on parlait. Oui, ça aide à distinguer une vraie crise d'épilepsie de ce qu'on appelle les crises non épileptiques psychogènes. Elles se ressemblent, mais l'origine est psychologique et le traitement totalement différent. Il y a même des approches surprenantes mentionnées, qui ne reposent pas sur l'imagerie. Oui, on développe des capteurs portables, comme des bracelets. Des bracelets. Oui, qui mesurent l'activité de la peau. Pendant une crise, le système nerveux s'active, ce qui provoque une augmentation de la sudation. Le capteur détecte cette minuscule variation et peut donner l'alerte. C'est bluffant. Et cette idée de détecter des signaux de plus en plus subtils, ça touche forcément à une maladie qui angoisse beaucoup de gens, la maladie d'Alzheimer. Est-ce que l'IA peut vraiment nous aider à la voir venir de plus loin? Et c'est le grand espoir. La force de l'IA, c'est de pouvoir croiser des données très différentes pour y déceler des motifs. Comme Désiré aime, j'imagine. Bien sûr, des algorithmes peuvent repérer des atrophies cérébrales très précoces. Une étude citée atteint une précision de plus de 92%. Mais on s'arrête pas là, on analyse d'autres choses. Exactement, on peut analyser la parole. La parole. Oui, l'IA va quantifier la complexité des phrases, la richesse du vocabulaire. Des changements infimes dans la façon de parler peuvent être des marqueurs bien avant que l'entourage ne s'en rende compte. Mais le plus révolutionnaire, c'est la prédiction de la progression. C'est-à-dire? On donne à l'IA toutes les données d'un patient qui a un léger trouble cognitif, son IRM, ses tests de mémoire, et l'algorithme peut calculer la probabilité qu'il développe une maladie d'Alzheimer dans les 3, 5 ou 7 ans. Attendez, ça veut dire qu'on pourrait dire à quelqu'un, selon nos modèles, vous avez 85% de chances de développer Alzheimer dans les 5 prochaines années. C'est précisément le tournant que nous sommes en train de prendre. L'impact psychologique et éthique est immense. On passe d'un diagnostic à un pronostic. C'est une médecine prédictive. Ça soulève des questions vertigineuses en effet. Et pour une maladie comme Parkinson, où tout repose sur l'observation des mouvements. C'est justement là que l'IA devient un outil de mesure objectif et surpuissant. Un neurologue évalue le tremblement. C'est subjectif. L'IA, elle, quantifie. Comment? On demande aux patients de dessiner une spirale sur une tablette. L'algorithme analyse la vitesse du tracé, la pression, les micro-hésitations et peut détecter des signes de Parkinson avec une précision redoutable. Le livre donne un chiffre, je crois. Oui, une étude avec un algorithme de type Random Forest atteint 99,79% de précision sur ce simple test. 99,79%. Ce chiffre paraît presque trop beau pour être vrai. C'est en laboratoire, ça? C'est la question cruciale. Oui, c'est une étude de recherche avec des données très propres. Le défi, c'est de valider que ça se maintient dans le vrai monde. Mais ça montre le potentiel. Et ça s'applique à d'autres symptômes. À tout. On analyse la voix pour la monotonie, la démarche filmée par une simple caméra, ou même les expressions du visage pour repérer la fixité des traits. Et pour finir ce tour d'horizon des diagnostics, un cas où chaque seconde compte.
l'AVC. Dans l'urgence de l'AVC, l'IA est un formidable outil d'aide à la décision. Elle analyse le scanner en quelques secondes. Et elle alerte sur la présence d'un caillot ou d'une hémorragie. Oui, mais son rôle le plus innovant, c'est peut-être pour les AVC du réveil. C'est-à-dire? Les patients qui se réveillent avec des symptômes. Exactement. On ne sait pas quand l'AVC a eu lieu. Or, pour administrer le traitement qui dissout le caillot, on a une fenêtre de quelques heures seulement. Et donc l'IA peut aider? Oui. En analysant l'aspect des lésions sur l'IRM, elle peut estimer l'âge de l'AVC et aider les médecins à prendre cette décision critique. C'est déjà impressionnant. Mais le livre ouvre aussi des portes sur le futur, la robotique, les interfaces cerveau-machine. On bascule presque dans la science-fiction, là. On y est déjà. Ce n'est plus de la SF. Prenez les interfaces cerveau-machine, les BCI. C'est le fait de contrôler un ordinateur par la pensée? C'est ça. On place des électrodes sur le cerveau d'une personne paralysée. Le signal est un brouhaha monumental. L'IA, c'est l'interprète. Elle apprend à reconnaître dans ce bruit le schéma qui correspond à l'intention « je veux bouger la souris vers la gauche ». Elle traduit la pensée en action. Pour des personnes qui ont tout perdu, c'est un espoir immense. Retrouver de l'autonomie, oui. Et pour la rééducation, comment les robots peuvent-ils aider? Là aussi, l'IA change tout. Un robot simple fait répéter un mouvement. Un robot intelligent, lui, s'adapte en temps réel. Il sent si le patient fatigue. Il sent s'il force plus, s'il fatigue, oui. Il ajuste la difficulté, il transforme l'exercice en jeu pour garder la motivation. Il devient un coach personnel infatigable et sur mesure. Si on devait résumer, quel est le changement de fond, le message principal? C'est un vrai changement de paradigme. On quitte une médecine réactive pour entrer dans une médecine prédictive, préventive et personnalisée. Personnalisé. Oui. Embrassant les données de milliers de patients, l'IA peut dire « Attention, ce sous-groupe de patients répond très bien à tel traitement, mais pas à tel autre ». Elle découvre des signatures, des biomarqueurs. C'est l'avènement de la médecine de précision. C'est exactement ça. Mais il doit y avoir des défis, des freins. Le plus grand, c'est celui de la boîte noire. La boîte noire, c'est l'idée qu'on sait que l'algorithme a la bonne réponse, mais on ne peut pas forcément expliquer comment il a fait. C'est une excellente analogie. L'algorithme a vu des millions d'images et a, en quelque sorte, développé une intuition. Et ça, en médecine, ce n'est pas suffisant. Non. On a besoin de comprendre le raisonnement pour faire confiance à la machine et pour que le médecin puisse assumer la responsabilité finale. Tout le travail actuel consiste à rendre ces IA plus explicables. Donc pour résumer, l'IA, née d'une inspiration de notre propre cerveau, est en train de bousculer la neurologie. Elle permet des diagnostics plus rapides, plus fins pour des maladies comme Parkinson ou Alzheimer, et elle ouvre la voie à des thérapies qui semblaient futuristes il y a plus, comme contrôler un bras robotique par la pensée. C'est tout à fait ça. Et la source insiste sur un point. La clé, maintenant, c'est le dialogue. La collaboration entre ingénieurs, neuroscientifiques et médecins. C'est de cette conversation que naîtront les prochaines révolutions. Absolument. Et pour conclure, une dernière pensée à emporter. L'IA nous donne cette capacité, qui va aller en s'améliorant, de prédire notre probabilité de développer une maladie neurologique des années avant les premiers symptômes. Si cette prédiction devenait accessible à tous, que ferait-on de cette information, à titre personnel et en tant que société ?